La lumière du destroyer japonais a coupé l'obscurité comme une lame mortelle, balayant les centimètres des eaux de la proue de notre bateau. Debout, avec les moteurs à point mort, nous avons flotté dans les ombres à l'échelle des bougies Lavella, 23 marins américains collés sur le pont PT 164, essayant de nous fusionner la nuit. Dans les sous-sols des 3 navires de transport ennemis, protégés par ce destroyer, près de 8000 soldats japonais n'imaginaient pas que leur voyage pour renforcer Colomb-Angara se terminerait juste dans les eaux noires de la mer de Salomon. C'était le 19 juillet 1943, et dans exactement 4 minutes, nous dédommagerait un coup qui secourait l'empire du soleil levant. Mes doigts ont écrasé le soutien des mitrailleuses .50 si fort que les articulations font mal. À côté de moi, le lieutenant en son néerlandais Vanderberg a chuchoté des coordonnées précises pour notre commandant, le lieutenant-commandant Arthur Monsieur MC Fersonson. La seule lumière que nous avons entendue était de montrer était l'éclat phosphorescent de la boussole, tandis que derrière nous, cachés par l'ombre de la lune projetée par les pics de bougies volcaniques de la Vela, les PT 168 et PT 171 attendaient notre signal. Nous étions les armes secrètes de l'Amérique, et la marine japonaise était sur le point de découvrir pourquoi l'obscurité n'était plus son allié. Je m'appelle Tom Harrigon, de premier niveau de la réserve de la marine des États-Unis, et a été l'un des premiers à prouver que de petits bateaux en bois pouvaient couler des géants en acier. Beaucoup me demandent ce que c'était que de faire partie du meilleur secret naval de 1943. La vérité ? Nous étions trop occupés à essayer de survivre pour penser à l'histoire. Nous ne savions qu'une seule chose, si nous parlions cette nuit-là, ces 8000 soldats viendraient à Colomb-Angara et massacrent les garçons américains qui se sont battus pour prendre cette piste d'atterrissage stratégique. Chaque torpille que nous avons transportée a représenté des centaines de vies américaines qui pourraient être sauvées. Chaque navire ennemi que nous avons envoyé au fond signifiait moins de familles recevant ce télégramme que personne ne voulait lire. Pour comprendre comment 3 navires plus petits que les yachts privés ont pu défier la marine impériale japonaise tout-puissant au plus fort de leur domaine, le scénario de 1943 doit être connu. Les Japonais avaient transformé la nuit des combats en articles. Depuis la victoire à Tsavo l'année précédente, où 4 croiseurs alliés ont coulé sans perdre un seul navire, ils ont dominé les nuits sur les îles Salomon. Ces marins s'entraînaient depuis des années à se battre sans radar, ne s'appuyant que sur la vision nette et la coordination impeccable. Ils ont appelé leur mission d'approvisionnement de Tokyo Express, nous les avons appelés du coureur des rats. Quoi qu'il en soit, ils ont déplacé les troupes et les munitions presque sans opposition dès que le soleil a été posé. La marine américaine avait des navires plus grands, des radars supérieurs et une puissance de feu écrasante. Mais nous perdions la guerre nocturne. Notre amiral, formé dans des lignes traditionnelles de la bataille en ligne, comme Jutlandia et Manille Bay, n'a pas réussi à s'adapter à ce nouveau type de conflit. Nos croiseurs et destroyers, conçus pour les batailles en haute mer, étaient des proies faciles dans les eaux serrées du Salomon. Nous avions besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui a pris les Japonais par surprise. Ce quelque chose était en cours de construction secrète, dans les chantiers navals de la Nouvelle-Orléans à New York, et changerait à jamais la guerre navale. PT Boat, Patrol Torpedo Boat, est né du désespoir et de l'ingéniosité américaine. À 24 mètres de long et un peu plus de 6 de large, ils étaient en contreplaqué en acajou Stratify, pas en acier. 3 moteurs Packard VE12, version modifiée de Liberty Aircraft Motor, les ont augmentés sur 80 km/h, plus rapidement que n'importe quelle torpille ou navire conventionnel. Armés de 4 lanceurs de torpilles Mark XIII, un canon de 20 mm, des mitrailleuses .50 et suffisamment de munitions pour 15 minutes de combat intense, nous étions une force mortelle, mais éphémère. Après ce temps, soit nous étions en route pour la maison, soit au fond. Celui de la mer. J'ai vu un PT pour la première fois en février 1943 au centre de formation de Melville, Rhode Island. J'étais un marin-destroyer, fraîchement sorti d'escorte de convoi dans l'Atlantique Nord, lorsque la marine a demandé des volontaires pour une mission dangereuse sur des navires expérimentaux. Le recruteur n'a pas révélé de détails, il a juste prévenu, le taux de perte serait supérieur à 50%. Sur 200 volontaires, ils en ont sélectionné 40. J'en faisais partie car je savais naviguer selon les étoiles et j'avais l'expérience des petits bateaux, depuis mon enfance dans la baie de Chesapeake. Lorsque j'ai mis les pieds sur le PT 164 pour la première fois, je pensais que la marine avait perdu la tête. Ce n'était pas un navire de guerre, c'était un hors-bord aux aspirations grandioses. La coque, en bois. Le bois, dans une guerre d'acier et d'armure. Les logements étaient si exigus que le partage de l'ichot n'était pas facultatif, c'était obligatoire. Il n'y avait aucune protection autre que quelques tôles autour du pont.
Un seul impact de quelque chose de plus gros qu'une balle de fusil nous transformerait en bâton flottant. Mais ensuite j'ai rencontré MC Ferson ou Mac, comme nous l'appelions, et tout a changé. À 28 ans, il était un vétéran selon les normes du PT, avec un regard qui en avait trop vu. Il était à Pearl Harbor à bord du destroyer USS Shore lors de l'attaque japonaise, a combattu à Midway et s'est porté volontaire pour les bateaux PT parce que, selon ses mots, « J'en ai marre d'être une cible, il est maintenant temps de devenir un chasseur ». Mac a compris quelque chose qu'il nous faudrait des semaines pour assimiler, les PT n'étaient pas des navires de guerre conventionnels. Nous étions des guérilleros maritimes, des assassins qui attaquaient depuis l'ombre et disparaissaient avant que l'ennemi puisse réagir. Notre équipage était constitué d'un groupe d'inadaptés et d'experts qui ne serviraient jamais ensemble sur un navire ordinaire. Dutch Vanderberg, notre directeur général, était professeur de mathématiques à Yale et pouvait calculer les trajectoires des torpilles dans sa tête plus rapidement que la plupart ne pourraient utiliser une règle à calcul. Carlos Charlie Mendoza, ingénieur en chef, construisait des moteurs de course à Los Angeles avant la guerre et faisait ronronner nos Packard comme des chatons ou rugir comme des lions, selon les besoins. William Sparks Patterson, notre opérateur radio, venait des sous-marins, où il avait appris à utiliser des radios dans un silence absolu. Patrick Paddy O'Brien, notre torpilleur, était un artiste avec ses poissons mécaniques. Chaque Mark XIII pesait plus d'une tonne et coûtait l'équivalent d'une maison aux États-Unis. Paddy les traitait mieux que la plupart des marines traitaient leurs femmes, s'adaptant, nettoyant et chuchotant des mots doux. Ces beautés, dit-il en polissant les hélices en bronze, sont la seule raison pour laquelle les Japonais nous prennent au sérieux. Un coup, où nous devenons des cibles trop chères pour être manquées. Le reste de l'équipage de 12 hommes comprenait 2 autres artilleurs, un ingénieur, un cuisinier qui faisait également office de médecin et 3 marins qui faisaient un peu de tout. Nous étions noirs et blancs, des garçons de la ville et de la campagne, des décrocheurs scolaires aux diplômés universitaires. Nous étions unis par un seul fait, nous étions tous des volontaires qui savions que nous ne survivrions probablement pas à la guerre. L'entraînement à Melville était implacable. La marine avait appris de ses premières pertes en PT que l'enthousiasme ne suffisait pas. Nous devions être plus que bons. Le murmure lointain des moteurs d'un navire que nous ne pouvions pas encore voir mais que nous savions être là. La tension dans l'air était si épaisse qu'on pouvait la couper avec un couteau. Chaque homme du PT 167 connaissait son rôle ainsi que son nom, mais cela n'empêchait pas ses doigts de trembler légèrement alors qu'il ajustait les sangles de ses gilets de sauvetage ou qu'il vérifiait le mécanisme de tir de la mitrailleuse pour la énième fois. Ce n'était pas de la peur, c'était une anticipation de ce qui allait arriver. Ce genre de silence qui précède la tempête. Puis, à 23h47, la radio crépite. Une voix basse et pressante, presque noyée dans les parasites, le convoi est entré dans Black Strait. 2D. Estroyer en tête, 3 transports en ligne. Vitesse 12 nœuds. Est à votre position dans 22 minutes. C'était l'observateur côtier australien, scrutant depuis le sommet d'une colline de Vella la Vella, diffusant notre sentence de mort ou de gloire. Mac hocha la tête une fois, ses yeux scintillant dans la faible lumière de la boussole. Assez longtemps pour une embuscade parfaite, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour nous. Mais seulement si nous sommes des fantômes. Les ordres étaient chuchotés. Les moteurs rugirent à nouveau dans un grognement sourd tandis que nous ajustions notre formation. Nous n'allions pas attaquer en ligne droite comme si nous chargions de la cavalerie, ce serait un suicide. Au lieu de cela, nous avions prévu de renverser la situation. Les destroyers japonais comptaient sur leur radar et leurs projecteurs pour nous localiser, afin que nous puissions les éviter complètement. Nous attaquions par derrière, utilisant l'ombre des îles comme couverture, et n'émergeant que lorsque nous étions si proches qu'ils n'avaient pas le temps de réagir. À minuit 10, nous apercevons les silhouettes sombres à l'horizon où les transports, lents et lourds, éclairés uniquement par les étoiles filtrées à travers les nuages. Les escortes, 2 ombres plus agiles devant, balayaient l'eau avec leurs projecteurs comme des sabres émoussés. « Attendez » ordonna Mac, sa voix si basse qu'elle était à peine audible dans le vent. « Laissez-les passer. » Les secondes s'éternisaient comme des heures. Chaque homme retenait son souffle, les doigts resserrés sur la poignée de son arme, les yeux fixés sur l'obscurité. Puis, lorsque le dernier transport fut presque aligné sur notre position, Mac siffla, maintenant. Les 3 PT sortirent de l'obscurité comme les loups d'un troupeau. Nos moteurs hurlaient à l'unisson alors que nous accélérions à 40 nœuds, fendant l'eau comme des lames. Les Japonais n'ont réalisé notre présence que lorsque les premières rafales de traceurs ont traversé la nuit, illuminant le pont de transport de flash rouge et blanc. Torpille dans l'eau.
Patty a crié et j'ai senti la vibration des Mark XIII lancés, leur sillage bouillonnant disparaissant dans l'obscurité. Le chaos a explosé. Les destroyers tournaient en cercles incontrôlés, leurs canons tirant aveuglément alors qu'ils tentaient de localiser des cibles qui n'étaient plus là où ils visaient. Les transports, complètement pris par surprise, tentèrent des manœuvres d'évitement, mais à 12 nœuds ils devinrent des proies faciles. La première explosion a déchiré le Kiyosumi Maru en deux, une boule de feu qui s'est levée comme un soleil levant, illuminant les visages horrifiés des soldats japonais sur le pont. La deuxième torpille frappa la proue du Nisso Maru, et le navire commença immédiatement à couler, la poupe s'élevant comme un monument funeste avant de disparaître sous les vagues. Mais la victoire n'est pas gratuite. Les destroyers, désormais furieux, nous avaient localisés. Les projecteurs traversaient la nuit et le ciel était rempli d'éclats d'obus qui tombaient comme une pluie meurtrière. Dispersés. Mac rugit, jetant le gouvernail à bâbord alors qu'une salve de 5 pouces explosait à seulement 20 mètres de notre coque, remplissant l'air d'un rideau d'eau salée. Le PT 171 de Joey Antonelli n'a pas eu cette chance, un projectile a touché son réservoir de carburant, transformant le bateau en torche flottante. Nous avons vu des hommes se jeter à l'eau alors que les flammes dévoraient tout, et nous ne pouvions rien faire d'autre que serrer les dents et continuer. Parce que la guerre ne s'arrête pas. Il n'y a pas de temps pour se lamenter lorsque la prochaine torpille doit être rechargée, lorsque la prochaine cible est toujours à la dérive, vulnérable. Et comme les destroyers nous pourchassaient comme des limiers, nous savions une chose, ils avaient perdu. Les transports coulaient. Les troupes censées renforcer Minda se trouvaient au fond de la mer et les marines à terre avaient une autre chance de survivre. Lorsque le soleil s'est levé sur Black Strait, il n'y avait plus aucun signe du convoi. Juste du pétrole qui brûle dans l'eau, des débris flottants et le silence oppressant qui suit une bataille. Nos visages étaient noirs de suie, nos mains tremblaient d'épuisement, mais dans les yeux de chacun il y avait. J'ai vu quelque chose qui n'était pas là la veille, la certitude que pour la première fois nous étions les chasseurs. Et les Japonais avaient appris aussi dur que possible que ces bateaux en bois n'étaient pas coincés, il était bien pire. C'était nous. Le tonnerre lointain des canons de la Nouvelle-Géorgie résonnait toujours comme un présage lorsque, à 23h47, la radio Sparks Patterson a crépité avec la voix tendue d'un observateur côtier, 3 grands navires, 2 escortes, direction 280, vitesse 18 nœuds, 15 miles de votre position. Pas besoin d'échanger des regards. Nous savions. La chasse avait commencé. Max a allumé 2 moteurs, les maintenant en faible rotation alors que nous nous positionnons pour l'interception. Les mathématiques étaient simples mais mortelles. Ils ont fait 18 États-Unis. Nous, 35, sans quitter un sentier pour nous dénoncer. Si nous calculions correctement, nous les prenons exactement où le noir étroit se fermait comme un piège, sans place pour les manœuvres, sans évasion. À minuit 18 le 20 juillet, les Néerlandais les ont d'abord repérés, des silhouettes sombres contre le ciel étoilé, exactement où ils devraient être. Les Japonais ont gardé une formation impeccable, 2 anciens avantages à l'avant, 3 transports au centre et un autre destroyer fermant l'arrière. Sans lumière, mais si prévisible que même un aveugle pourrait les suivre. Le plan de Mac était aussi génial que suicidaire. Le PT 168 attaquerait le bombardement gauche. PT 171 par la loi. Nous allions directement au milieu, comme une lame entre les côtes d'escorte, vers le transport principal. Cela signifiait naviguer entre 2 destroyers, avec des canons des 2 côtés, mais si cela fonctionnait, le chaos serait notre allié. Et cible, sans défense. Il ralentit lentement, murmura Mac. Nous avons atteint 5 nœuds, presque encore, les laissant venir vers nous. À 2000 mètres, nous avons entendu le ronflement des sourds de leurs moteurs, des milliers de tonnes d'acier coupant l'eau sous forme de couteaux. À 1500, les détails sont apparus, le pont de pagode du leader destroyer, les grues de transport des transports, des chiffres se déplaçant sur le pont. À 1000, Mac a donné le signal. 3 clics à la radio. 3 bateaux pétés tirant en même temps de 5 nœuds en enfer en quelques secondes. Nos moteurs hurla, la coque a sauté de l'eau alors que nous accélérions à 40 nœuds. 3 bateaux en bois contre les géants de l'acier. Les Japonais n'avaient aucune chance. Ces gardiens, formés pour voir des sous-marins ou des destroyers à distance, n'ont jamais imaginé que le danger viendrait si vite, si proche. Nous étions à l'intérieur de la formation avant de pouvoir réagir, déchirant l'espace entre les escortes vers la brûlure déverrouillée. J'ai serré les déclencheurs des mitrailleuses .50, balayant le pont du destroyer le plus proche. Lunettes brisées, ricochets en acier, corps se tordant. Fire 1. Fire 2.
Paddy a lancé nos deux Mark 13 à 600 mètres, si intimement à distance que faire des erreurs serait un miracle. Les torpilles ont sauté des tubes, plongé dans l'eau, leurs hélices tournant déjà de fureur. Deux pistes phosphorescentes coupant l'obscurité, directement dans l'utérus d'un transatlantique converti, rempli de plus de 3000 soldats ennemis. C'est lorsque le destructeur de la Stibon s'est réveillé. Un projecteur nous a creusé comme un poignard de lumière, aveuglant. Au même moment, ces mitrailleuses de 25 mm rugissaient. Des coups verts coupant l'air si près que les éclaboussures des balles nous ont remplis d'eau salée. Donc nos torpilles ont frappé. Le premier transport a frappé juste derrière le pont, une explosion si violente qu'elle a tourné la nuit pendant une seconde. Le second a frappé le milieu du navire, partant en deux comme un os pourri. La coque de 8000 tonnes s'est levée, s'est cassée en deux, et les deux moitiés ont commencé à couler immédiatement. À travers le rideau de la lumière et du feu, nous avons vu des centaines de soldats japonais se débattre dans l'eau, leurs cris étouffant uniquement par le rugissement de nos moteurs. Le PT-168 n'a pas perdu de temps. Ces deux Mark 13 sont restés dans le deuxième transport, un navire chargé de munitions et de carburant âgé. Uarnition du village. L'explosion était si monstrueuse qu'il m'a jeté sur le pont, et une vague d'air brûlant a balayé le navire. Les fragments de flammes sont tombés sur nous, manipulant de petits incendies dans le bois qui se sont effondrés avec nos mains, notre visage brûlant à travers la chaleur. Maintenant, les destroyers japonais réagissent. Mais ils avaient un problème, nous étions trop proches. Ces canons principaux ne pouvaient pas plus bas pour nous atteindre et jeter à l'aveuglement le risque de frapper leur propre transport. Leur solution? Essayer de nous écraser. Le destroyer le plus proche tourna son arc vers nous, la quille tranchante comme une lame le souligna vers notre flanc. La vitesse combinée nous a donné un maximum de 10 secondes. Mac a tourné le gouvernail avec tout pour un bonbon et a poussé le pré au-delà de la limite. Les moteurs ont crié, mais nous avons tourné comme un danseur, à moins de 3 mètres de l'arc ennemi. Pendant que nous dépassions, j'ai vidé une ceinture entière de munitions sur leur pont, en regardant des étincelles voler à chaque impact. Le PT-171 n'a pas eu autant de chance. Joey Antonelli avait une vue parfaite dans le troisième transport, mais un projecteur japonais l'a rattrapé avant de pouvoir tirer. Les mitrailleuses de 25 mm l'ont essuyé, perçant l'arc sous forme de papier. Une grenade a frappé une torpille, qui, en tant que miracle, n'a pas explosé. Marqué 13 au nécessaire à l'eau et à la rotation. Malgré cela, Joey a dû interrompre, fuyant avec le sabot fumant et l'adhérence. Nous avons fait une autre attaque, mais l'élément surprise s'est évaporé. Tous les projecteurs de train ont maintenant balayé l'eau comme des lames, et les canons de tous les calibres crachent la mort dans toutes les directions. La surface semblait bouillir avec les éclaboussures des balles. Pire, les Japonais ont finalement réussi à réduire leur canon de 5 pouces, un seul coup nous réduirait à des chips. « Jetez le dernier poisson et sortez d'ici !» cria Max au-dessus de l'enfer. Paddy a tiré nos deux dernières Mark 13 contre le transport restant, mais le capitaine ennemi a vu les pistes et manœuvré pour les peigner, devenant parallèle au tapis roulant. Les torpilles passaient inoffensives à côté de la coque. Donc, c'était en cours d'exécution. 3 moteurs battent à leur plein, zigzagant entre les salpicados alors que nous nous enfuis dans l'obscurité. Derrière nous, la bataille rugissait toujours. Le PT-168, même écrasé par des balles, a réussi à conduire une dernière torpille dans le deuxième transport condamnant déjà. La mort du navire de munitions illuminait toutes les explosions secondaires étroites déchirant sa coque comme des feux d'artifice. 2 des 3 transports étaient allés à l'arrière-plan, emmenant près de 6000 soldats japonais avec eux. Le troisième et les destroyers sont sortis indemnes mais secoués. Nous nous sommes rencontrés à 5 km au sud de la zone de combat. Les 3 bateaux flottaient toujours, bien que le PT-171 soit dans des trous de bissés dans la ligne de flottaison, un moteur mort. Nous nous sommes penchés pour transférer les blessés tandis que les charpentiers embarqués travaillaient dans la frénésie, couvrant les trous avec tout ce qu'ils ont trouvé, toiles, même gilets de sauvetage. L'odeur de brûlure, d'huile et de sang a imprégné l'air, mais personne ne s'est plaint. Nous savions ce que cela signifiait. Le PT-168 avait perdu l'antenne radio et avait transporté des cicatrices de briseurs tout au long de la superstructure, mais se grognait toujours pour le combat. Notre bateau, pour un peu de miracle, était sorti avec un minimum de dégâts, des trous de coque dans la coque, un tuyau de canon tordu par la surchauffe et les brûlures où les grenades avaient explosé trop près. Mais nous étions vivants. Et, plus important encore, nous avions rempli la mission. 2 lavabos coulaient sans aucun doute.
des milliers de soldats ennemis ont envoyé au fond avant même qu'ils ne marchent sur terre. Le troisième transport, au lieu d'aller à Vella Vella, a retourné l'arc vers Rabaul, portant la peur qui a maintenant contaminé les rangs japonais. Le voyage de retour à la base était un test nerveux. Lors du premier regard de la journée, les hydroavions japonaises bouletaient déjà le ciel pour nous. Nous cachons. Parmi les ombres des îlots inconnus, camouflés avec du feuillage de coque, des moteurs d'arrêt, respirant si bas qu'il semblait possible d'entendre le rythme cardiaque les uns des autres. Chaque moteur ennemi les acouphènes sur nos têtes était une peine suspendue. Un itinéraire qui devrait prendre 3 heures prolongé par 14, mais une par une, nous sommes arrivés à Randova. Épuisés, mais intacts. Le débriefing était implacable. Les officiers du renseignement voulaient tous les détails, tactiques japonaises, efficacité de leurs armes, temps de réaction des canons anti-aériens. Rien ne pouvait être oublié, car tout serait transformé en leçon pour chaque équipe PT du Pacifique. Nos erreurs et nos succès sauveraient des vies américaines et couleraient les navires ennemis dans les mois suivants. Mais l'impact immédiat était encore plus profond. Les interceptions radio ont révélé des messages japonais parlant de armes secrètes américaines, des bateaux invisibles qui ont émergé de nulle part, ont atteint une précision chirurgicale et ont disparu dans l'obscurité. Pour la première fois, la marine impériale craignait la nuit. Ils ne pouvaient plus naviguer avec la même arrogance. Chaque ombre dans la mer pourrait cacher un bateau pété. Chaque bruit distant, le ronflement de nos moteurs s'approchant. Au cours des semaines suivantes, les Japonais ont été contraints de repenser toute leur stratégie de réapprovisionnement. Les trains sont devenus plus gros, mais moins fréquents. Les escortes ont doublé, puis triplé. Ils ont commencé à utiliser des hydroavions équipés de projecteurs de patrouille nocturne. Tous ces changements signifiaient une chose, moins de fournitures et de renforts atteignant les îles. Et cela, à son tour, a donné à nos troupes foncières un avantage qui valait plus que tout bombardement. Le coup psychologique, cependant, était encore plus dévastateur. Des soldats japonais, attendant des renforts qui ne sont jamais venus, ont commencé à perdre leur foi. Les commandants, incapables de garantir l'offre annulée, ont annulé. Le mythe de l'invincibilité japonaise la nuit, démantelé par des bateaux en bois pilotés par des Américains dont beaucoup n'avaient jamais vu la mer avant Pearl Harbor, a commencé à s'effondrer dans le Pacifique. Notre succès a accéléré l'expansion du programme PT Boat. De nouvelles bases ont émergé à Salomon et en Nouvelle-Guinée. Des bateaux améliorés, avec des moteurs plus puissants, un radar et une armure renforcée, ils ont laissé les lignes de production au rythme de la guerre. Les tactiques que nous améliorons dans le sang et l'erreur sont devenues la doctrine officielle, enseignée du Rhode Island à la Californie. Mais le prix de cette révolution a été payé en noms que nous n'avons jamais entendu parler de l'interphone. 2 semaines après notre attaque, le PT 166 a frappé une mine à son retour de patrouille. Tous à bord sont partis. Le PT 162 a été capturé par des destroyers japonais le jour où une défaillance du moteur l'a laissé à dériver. Ils ont fabriqué mincemeat du bateau. Seuls 3 hommes ont survécu, traînés des eaux par un miracle. Joey Antonelli, commandant du PT 171, a été abattu par un tireur d'élite tout en se reconstituant sur une base avancée. Jusqu'en octobre 1943, lorsque j'ai été déménagé aux États-Unis pour m'entraîner à de nouveaux modèles, notre équipe avait perdu 7 bateaux et 73 hommes. Mais nous avions coulé ou endommagé plus de 40 navires japonais, des destroyers à la barge, et envoyé des milliers de soldats ennemis au fond avant de pouvoir tuer les Américains. Les mathématiques étaient cruelles mais nécessaires. Chaque bateau pété que nous avons perdu pourrait être remplacé. Les navires japonais et leurs équipages expérimentés, non. Je suis retourné au Pacifique en mars 1944 en tant que directeur exécutif de PT 321, opérant aux Philippines. Les bateaux étaient maintenant différents, radars, plaques de bouclier autour de la cabine, torpilles les plus fiables. Mais l'essence est restée la même. Vitesse. Surprendre. Audace. Nous prouvions toujours que l'innovation américaine pouvait surmonter tout avantage de l'ennemi. Les Japonais n'ont jamais pu s'adapter complètement à la menace des bateaux pétés. Tout est su, des groupes de chasse spécialisés, détruits. Est-ce avec des bateaux radars, même suicidaires conçus pour nous secouer? Mais ils ne pouvaient pas être partout. Ils ne pouvaient pas protéger tous les trains. Ils ne pouvaient pas retourner la sécurité la nuit. L'arme secrète qui a découvert trop tard avait changé l'équilibre des pouvoirs dans le Pacifique. Ces bateaux n'étaient pas seulement des armes, il était une révolution dans la manière de se battre dans la mer.
nous avons prouvé que la puissance navale ne dépendait pas de l'échange de colossi en acier économisé à 20 km. Cela dépendait de la vitesse et de l'invisibilité, frappant où l'ennemi l'est moins attendu et disparaît avant qu'il ne puisse réagir. Le navire d'attaque rapide de chaque marine moderne porte dans son ADN l'héritage de ces bateaux en contreplaqué qui terrifiaient l'équipe japonaise. Les Japonais ont même inventé un terme pour le phénomène en 1943, terreur des moustiques. Ce n'était pas une exagération. Les témoignages d'après-guerre des officiers ennemis ont révélé que les bateaux pétés avaient provoqué un chaos disproportionné à notre nombre réel. Ils ont été forcés de supposer que nous étions partout. Planification contre des attaques qui pourraient ne jamais venir. Pour gaspiller des ressources, défendre les menaces qui pourraient être des ombres. L'amiral Tanaka Rez, un vétéran des missions de Tokyo Express, a écrit après la guerre, « Les bateaux pétés étaient notre pire cauchemar. Contre sous-marins, nous avons eu des charges profondes. Contre des avions, nous pouvions voir leur approche. Mais ces bateaux sont sortis de rien, nous avons attaqué comme des serpents et avons disparu dans l'obscurité. » C'était le moment où la marine impériale japonaise, invincible de Pearl Harbor, a commencé à douter d'elle-même. Lorsque des marins entraînés pour la vie pour le combat nocturne sont venus voir des menaces dans chaque ombre, la bataille psychologique a déjà été gagnée. L'évolution technique des bateaux pétés tout au long de la guerre était spectaculaire. Les premiers modèles, comme le mien, n'étaient guère plus que des navires civils adaptés à la hâte de la guerre. Mais en 1945, nous étions déjà équipés de radars, de roquettes, de torpilles avancées et même de missiles guidés primitifs. Cependant, l'essence n'a jamais changé, petit, rapide, mortel et habité par des volontaires prêts à prendre des risques qui bordaient la folie. Un épisode qui résume l'esprit des bateaux pétés a eu lieu en octobre 1944, pendant la bataille du golfe de Leyte. Une escouade de nos bateaux, désespérément dépassée dans la puissance de feu, a attaqué Yamato, le plus grand navire de guerre jamais construit. Nos torpilles ne pouvaient même pas percer votre ceinture d'armure, mais nous attaquons toujours. Nous forçons le Colossus à des manœuvres évasives, gagnant un temps précieux pour le porte-avions d'escorte américain à s'échapper. Ce jour-là, de minuscules bateaux n'ont pas coulé un géant, mais son courage a sauvé des vies américaines. Les bases des bateaux pétés sont devenues la légende, renouvelée, Tulagi, Mios, Ohandi. Des noms exotiques qui ont évoqué les moustiques, le paludisme et les missions à minuit. Ils n'étaient pas Pearl Harbor ou San Diego, avec leur club et leurs draps propres. Ils étaient des ailes boueues où nous avons survécu au spam, aux cigarettes et aux rumeurs. La correspondance a pris des mois à arriver, le divertissement se résumait au match de poker et la seule certitude était qu'à tout moment, l'alarme pouvait sonder. Malgré cela, la morale n'est jamais tombée, parce que nous savions que nous faisions une différence. Les indigènes des îles Salomon méritent un chapitre séparé de cette histoire. Ils ont tout risqué pour nous aider, nous guider à travers des récifs perfides, sauver des pilotes et des naufrages abattus, fournissant des informations cruciales sur les mouvements japonais. Beaucoup ont été exécutés lors de sa prise. Son courage et son sacrifice étaient aussi vitaux que n'importe quelle bataille. Sans eux, nous serions aveugles dans ces labyrinthes d'îles. Et puis il y avait les observateurs de la côte, ces volontaires solitaires cachés sur les îles occupées de l'ennemi, avec un seul radis. Eau et jumelles. Ces messages, tels que U-40 bombardiers sur le chemin ou squad of destroyers avançant à toute vitesse, a sauvé nos bases de conneries ou nous a permis d'armer des embuscades parfaites. Nous ne connaissons jamais la plupart d'entre eux, mais nous devrions être notre vie pour eux. Un saut technologique qui a tout changé était le radar. Les premiers appareils étaient si primitifs qu'ils pouvaient à peine distinguer une île d'un navire. Mais à la fin de 1944, nous avons déjà suivi des cibles dans l'obscurité et le brouillard complet. Les Japonais, qui ont fait confiance pendant des années dans leur vision nocturne supérieure et leur formation, se sont soudainement désavantagés. Nous les avons vus avant de nous voir, le Trump définitif dans le combat nocturne. Nos tactiques ont évolué sans arrêt. Nous avons appris à lancer des bandes en aluminium pour confondre le radar ennemi. Nous avons développé des packs dans packs, coordonnant plusieurs directions de direction. Nous avons utilisé des batteries côtières comme les appâts, faisant révéler l'ennemi ses positions en lançant de fausses cibles alors que nous nous positionnions au coup royal. Mais les missions les plus dangereuses étaient celles que personne n'entendait, infiltrer les observateurs de la côte derrière les lignes ennemies, évacuant les marines navales entourées de plages bombardées, apportant des munitions à des stations isolées sous le feu croisé. Ce n'étaient pas des attaques glorieuses avec des torpilles, c'était un travail risqué qui a sauvé des centaines de vies. Nous étions la marine suisse de la marine, utilisée pour toute mission dangereuse ou folle pour les navires conventionnels.
Les liens entre l'équipage d'un bateau pété étaient uniques dans les forces armées. Dans un destroyer avec 300 hommes, vous connaissiez à peine la moitié. Dans un bateau pété avec 12, vous saviez tout, qui ronfle, qui a des cauchemars, qui tombe malade en mer, et, plus important, qui n'a pas hésité quand l'enfer s'est effondré. Cette intimité forgée dans le feu a créé des obligations qui ont duré des décennies. Lors des réunions des anciens combattants des années plus tard, nous n'étions pas d'anciens collègues de guerre, nous étions une famille. La nourriture? Il méritait une mention honorable, ou peut-être une plainte officielle. Nous vivions en caration, en spam, en œufs de poudre et ce que nous pouvions échanger avec de plus grands navires. L'eau douce était si précieuse que nous ne pouvions l'utiliser que pour boire. Nous avons lavé avec de l'eau de mer, qui a laissé des cristaux de sel qui ont brûlé sur la peau. Le café, noir et assez fort pour dissoudre une cuillère, notre carburant. Certains équipages étaient créatifs, ils pêchaient avec des grenades ou échangeaient de l'alcool torpillé contre de la vraie nourriture sur les bases. L'entretien était une religion. L'eau salée érode tout. La chaleur tropicale rend le bois et le tissu. Les opérations à grande vitesse portent chaque pièce à la limite. Nous avons passé plus de temps à réparer les bateaux que de nous battre. Chaque homme est devenu mécanique, charpentier et électricien par nécessité. Un bateau pété avec un moteur à collecte ennemi était un piège mortel, nous avons donc traité l'entretien comme un dogme. Le climat à Salomon était notre ennemi le plus persistant. Les tempêtes tropicales sont nées de nulle part, transformant les mers calmes en parois d'eau. Les rayons ont fait frire nos radios. La chaleur et l'humidité étaient si oppressives que les hommes se sont évanouis sur leurs poteaux. Mais le mauvais temps était aussi notre allié, il s'est caché aux avions japonais et a rendu nos bateaux presque invisibles parmi les vagues révoltées. Naviguer dans cette région exigeait des compétences qu'aucun gymnase n'enseigne. Les lettres nautiques étaient basées sur des enquêtes du XIXe siècle, pleines d'erreurs. Les récifs coralliens sont apparus pendant la nuit après les tempêtes. Nous avons appris à lire la couleur de l'eau et les normes de la vague, pour sentir la terre avant de la voir, pour naviguer dans l'instinct lorsque les instruments ont échoué. Chaque patrouille réussit à ajouter une couche à notre carte mentale de ces mers mortelles. Les Japonais ne sont pas restés passifs face à la menace que nous avons représentée. Ils ont développé des caladosés peu profonds, conçus exclusivement pour nous chasser. Ils ont coordonné les modèles de recherche avec des hydroavions et des navires, transformant l'océan en un piège mobile. Arrivés. Même en utilisant nos propres bateaux pétés capturés comme appât, en les peignant avec nos insignes pour attirer un prudent. Mais pour chaque mouvement d'entre eux, nous avons eu une réponse plus audacieuse. C'était un échec mortel lancé à 70 km/h sous la nouvelle lune, où la plus petite erreur signifiait la fin. Ce que peu comprennent, c'est le prix psychologique de cette guerre. Nous vivions dans un état d'avertissement permanent, sachant que chaque patrouille pourrait être la dernière que des amis ont disparu dans des explosions de métal léger et torsadé. Certains hommes se sont brisés, demandant un transfert même s'ils les marquaient comme des lâches. D'autres ont accro au danger, se portant du bénévolat à des missions de plus en plus suicidaires. La plupart d'entre nous ont simplement enduré, en développant des mécanismes pour vivre avec une peur qui n'a jamais abandonné la poitrine. L'humour noir est devenu notre armure, nous avons baptisé les bateaux avec des noms tels que la mort subite, les anges de l'enfer ou de la Peter. Nous avons peint des personnages de dessins animés dans les torpilles, un Donald Duck monté sur une Mark 8 était notre symbole non officiel. Nous avons inventé des chansons macabres sur les navires ennemis qui coulent, le blot buté, mieux c'est. C'était notre façon de domestiquer l'horreur, de transformer l'inferscable en quelque chose de presque familier. L'impact des bateaux pétés a transcendé le Pacifique. Lorsque les Alliés ont prévu le jour J, nos bateaux ont été affectés à la protection de la flotte des canons électroniques allemands. Les leçons apprises dans le Salomon ont été appliquées en Méditerranée, au canal Spot et même dans les rivières de l'Europe. La doctrine que nous développons la base des tentatives, des erreurs et de l'audace redéfinit la pensée navale mondiale. Des programmes similaires ont émergé dans des dizaines de mers, inspirés par ces moustiques qui ont prouvé que la vitesse et la surprise pouvaient vaincre l'armure et la taille. Aujourd'hui, des décennies plus tard, je me demande toujours comment nous avons survécu. Nous n'étions guère plus que des adolescents jouant avec des armes mortelles dans une guerre qui a récolté des millions. Nous avons fait des erreurs qui auraient dû nous tuer. Nous prenons des risques qui, rétrospectivement, gèlent le sang. Mais nous avons également accompli quelque chose d'extraordinaire, nous transformons une idée expérimentale en une arme décisive. Nous avons démontré que l'innovation et le courage américain pourraient surmonter tout obstacle, tout avantage numérique. L'héritage vit sur les navires d'attaque rapide d'aujourd'hui, dans les bateaux d'opérations spéciaux,
dans n'importe quel navire conçu pour frapper comme la foudre et disparaître. Les marins qui les équivent n'ont peut-être jamais entendu parler des nuits à Vela ou la terreur que nous avons emmenée dans les trains japonais. Mais ce sont des héritiers de ce même esprit, la vitesse qui désoriente, la surprise qui paralyse, l'audace qu'elle gagne. Quand ils me demandent si je suis fier de ce que j'ai fait, je raconte la nuit du 20 juillet 1943. 3 fragiles de bateaux en bois ont attaqué un train ennemi et ont envoyé des milliers de soldats japonais au fond de la mer. Nous sommes sortis de l'obscurité, comme notre nom l'a suggéré, et nous nous évapalisons avant de pouvoir réagir. Nous étions l'arme secrète de l'Amérique, et nous avons changé le cours de la guerre dans le Pacifique. Ce qui les a vraiment secoués, ce ne sont pas les bateaux eux-mêmes, mais ce que nous avons représenté, la volonté américaine d'innover, de défier le conventionnel, de tout risquer dans un pari audacieux. Ils avaient étudié notre marine pendant des décennies. Nos arrestations, notre porte-avions, nos tactiques traditionnelles. Ils n'ont jamais imaginé que nous enverrions des bateaux à vitesse en bois avec une torpille pour affronter leurs navires en acier. Cet échec de l'imagination leur a coûté cher. Au fond, l'histoire de PT Boat est un récit profondément américain. Nous avons pris un concept britannique, nous avons équipé des moteurs Packard conçus pour les avions, installés avec des torpilles faites pour les destroyers et l'équipage avec des civils qui avaient à peine vu la mer avant Pearl Harbor. Cela ne devrait pas fonctionner. Cela a fonctionné parce que nous avons refusé d'accepter l'impossible. Le dernier opération de PT Boat a été retiré en 1959, remplacé par des navires plus modernes. Mais pour nous, vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ils seront toujours le bateau qui a remporté le Pacifique. Preuve que la taille ne détermine pas la victoire. Ce courage pèse plus que le blindage. Ces marins en bois américains pourraient vaincre n'importe quel empire n'importe où. En écrivant ces mots, entourés de photographies fanées et de coupures de journaux jaunâtres, j'entends toujours le rugissement de ces moteurs Packard coupant la nuit. Je sens le sel du Salomon sur mon visage, l'odeur de la cordite et du diesel. Surtout, je porte la fierté de faire partie de quelque chose de révolutionnaire, qui a réécrit les règles de la guerre navale pour toujours. Nous étions des garçons qui sont devenus des hommes dans ce contreplaqué, combattant une guerre que nous n'avons pas commencée, mais nous étions déterminés à mettre fin. Nous avons attaqué l'obscurité parce que c'était là que nous étions invincibles, où notre vitesse et notre élément surprise nous ont fait des propriétaires de combat. Les Japonais ont appris à craindre l'obscurité qu'ils ont autrefois dominée. Ils ont appris que l'ingéniosité américaine pourrait transformer tout désavantage en un atout. C'est le véritable héritage des bateaux pétés. Non seulement les navires coulés ou les batailles surmontent, mais la preuve que les gens libres, se battant pour leur liberté, peuvent renverser n'importe quelle tyrannie. Nous étions petits, rapides et mortels. Nous étions des armes secrètes qui ne restaient cachées que le temps nécessaire pour tourner le jeu. Nous étions la flotte de moustiques qui a renversé un empire, une torpille à la fois. Ce qui a vraiment choqué les Japonais n'étaient pas les bateaux eux-mêmes, mais ce que nous incarnons, tout ce que la marine impériale n'a jamais attendu des Américains. Pensée innovante. Tactiques agressives. La volonté de parier tout dans une idée folle. Quand ils ont finalement compris la menace que nous avons représentée, il était tard. Les ombres qui nous appartenaient autrefois nous appartenaient maintenant. Et ces ombres que nous avons émergées sans pitié, jusqu'à ce que le soleil levant soit toujours sur l'empire japonais dans le Pacifique.